Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce mercredi 27 janvier. Le texte est en débat depuis hier soir à l'Assemblée nationale. Les députés planchent sur le projet de loi sur la maltraitance animale, un sujet porté notamment par la parlementaire yvelinoise Aurore Berger, responsable du texte pour la majorité. Elle était récemment à Bazoches-sur-Guyonne pour le présenter. Le Covid-19 a aussi des conséquences sur la justice. Dans les Yvelines, par exemple, plus de 2200 dossiers sont en attente au tribunal de Versailles, 10 fois plus qu'en janvier 2020. Explication à suivre et invité Maryvonne Caillebotte, procureure de la République de Versailles. Enfin, plus que quelques heures avant l'arrivée de Louis Burton au Sables d'Olonne, le skipper de Rambouillet devrait boucler le Vendée Globe cette nuit après 80 jours en mer. Nous serons de nouveau sur place à la fin de ce journal. Depuis hier, les députés examinent le projet de loi contre la maltraitance animale, une loi portée notamment par Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines. Des sanctions plus sévères, des interdictions de vente ou encore des certificats de connaissance sont au cœur de cette nouvelle législation dont les grandes lignes ont été présentées en fin de semaine dernière. C'était à la Fondation Brigitte Bardot à Bazoches-sur-Guyonne. Les précisions de Mélanie Poquet. Il faudra bientôt montrer patte blanche pour adopter et détenir un animal. Les futurs adoptants pourraient ne plus trouver leur chien ou leur chat dans des animaleries. Avec la loi sur la maltraitance animale, les amoureux des bêtes devront notamment obtenir un certificat de connaissance. Celui qui devient propriétaire saura à quoi il s'engage, saura ce qu'on attend de lui et ça lui permettra d'être mieux éclairé sur son choix parce qu'on peut avoir envie d'un chien mais peut-être que c'est pas la bonne catégorie de chien, la bonne taille parce que telle ou telle espèce requiert plus d'attention et peut-être aussi plus de soins vétérinaires à terme. Des sanctions plus lourdes en cas de maltraitance, qu'elles soient volontaires ou liées à la méconnaissance de l'animal. Les peines encourues vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement. L'amende peut monter jusqu'à 75 000 €. Parmi les autres articles de la loi, l'interdiction progressive d'animaux sauvages dans les cirques et l'élevage de visons pour leur fourrure. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce qui n'existe pas en France, mais je préfère qu'on pose des garde-fous, c'est qu'on élargisse cette interdiction à l'ensemble des animaux sauvages, de manière à ce qu'on n'ait pas demain l'idée de quelqu'un d'ouvrir un élevage de fourrure de renard, par exemple. Un texte attendu par les associations. À Bazoches-sur-Guyonne, la Fondation Brigitte Bardot accueille plusieurs centaines de compagnons à quatre pattes, chats, chiens et animaux de ferme. C'est très important de voir qu'il y a enfin une réponse politique à l'attente sociétale. Nous, ça fait des décennies maintenant qu'on travaille avec les politiques successifs sans obtenir aucun résultat. Alors cette proposition de loi, elle ne répond pas à toutes nos attentes, bien évidemment. Il y a des sujets comme la chasse, l'élevage intensif, la corrida et d'autres qui ne sont pas abordés, mais ça amorce un changement. Et ça, c'est véritablement nouveau. La loi doit être examinée à l'Assemblée nationale jusqu'au 29 janvier. La France compte 63 millions d'animaux de compagnie. Sur cette thématique d'ailleurs, la région Île-de-France a lancé de son côté son label Ville Amie des Animaux. Il pourra être affiché à l'entrée des communes qui améliore la place des animaux sur 3 critères, le respect du bien-être animal, la valorisation de la place des animaux de compagnie et puis le renforcement de leur place auprès des citoyens fragilisés. 44 villes franciliennes sont labellisées en obtenant de 1 à 3 pattes. 5 sont dans les Yvelines, Conflans, Sainte-Honorine, Louvciennes et Vernouillet avec 2 pattes, 1 patte pour Vélizy-Villacoublay et Mantes-la-Ville. Dans l'actualité également, la fermeture de ce lycée à Maule, son nom le Buat. C'est un cas positif au Covid-19 qui a poussé les autorités à prendre ces décisions. Il y a également plusieurs cas contacts dans le personnel de cet établissement privé agricole. Sur les 380 lycéens et BTS, 200 sont invités à rester chez eux pour suivre les cours à distance pour une durée d'1 semaine. Décision notamment pour anticiper le manque de personnel dont plusieurs membres ont été placés à l'isolement. Les élèves devraient faire leur retour en classe en présentiel dès le 1er février. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que le variant anglais du Covid-19 représentait 10% des cas positifs en Île-de-France. Résultat d'une analyse effectuée entre le 11 et le 21 janvier dans 8 sites de dépistage franciliens. D'après l'assistance publique Hôpitaux de Paris, cela pourrait augurer une prochaine hausse très significative du variant dans les prochaines semaines. Conséquence du Covid-19, notamment du retard dans les procédures judiciaires. Plus de 2200 dossiers sont en attente au tribunal judiciaire de Versailles, soit 10 fois plus d'affaires reportées par rapport à la fin de l'année 2019. Pour parler de ce sujet en visioconférence, Maryvonne Caillebotte, bonsoir. Bonsoir. Procureur de la République de Versailles et également avec moi en plateau Nicolas Dandry. Bonsoir, de la rédaction de TV78. Comment peut-on expliquer, Nicolas, ce retard accumulé ?
Eh bien Grégory, je vous propose de revenir en mai 2020, quelques semaines après le déconfinement. Souvenez-vous de ces images du tribunal judiciaire de Versailles, organisé pour accueillir de nouveau des audiences et du public. Une reprise de l'activité après la fermeture de l'institution pendant le premier confinement. Les dossiers se sont empilés, les délais sont rallongés. Et comme vous l'avez dit, à la fin de l'année 2020, il y a eu un retard avec 2200 dossiers en attente au tribunal judiciaire de Versailles, avec des conséquences pour les justiciables. Et à ce propos, on écoute l'avocate Florence Mercadet-Choquet, avocate au barreau de Versailles. Pour les justiciables, c'est quelque chose d'épouvantable, puisque vous commencez un procès et vous n'avez une décision devant le tribunal judiciaire que peut-être 1 an et demi ou 2 ans après, et après vous devez avoir, s'il y a un appel, au moins 18 mois de délai. Donc on se retrouve avec des procès qui peuvent durer jusqu'à 4 ans avant d'avoir une décision qui tranche le problème. Auparavant, on pouvait avoir, c'était déjà long de toute façon, mais on pouvait avoir une décision devant le tribunal judiciaire entre 10 et 12 mois et une décision devant la cour d'appel à peu près dans les 12 mois. Donc ça s'est multiplié par 2. Des conséquences pour les justiciables, mais aussi des conséquences dans l'activité des avocats. Écoutez. Il faut rouvrir des dossiers. Imaginons que le dossier soit totalement en état, c'est-à-dire qu'on n'ait plus rien à se communiquer, ni comme élément de procédure ou pièce que l'on communique. Entre ce moment-là et le moment où on plaide, on peut avoir 1 an de distance, ce qui veut dire que déjà, éventuellement, la situation de nos clients a pu changer, en pire ou en mieux, ça dépend. Et puis aussi, il faut que nous, on se remette dans le dossier qu'on a plutôt oublié après 1 an, parce que d'autres dossiers se sont mis par-dessus, et donc ça devient très compliqué en termes de gestion de dossier. Donc on l'a compris, la crise sanitaire, première cause à laquelle on pense, est-elle pour autant la seule responsable, Nicolas ? Alors le Covid-19 est bien évidemment le principal facteur explicatif de ce retard pris par le tribunal judiciaire de Versailles, mais la grève des avocats début 2020 contre la réforme des retraites avait déjà entraîné des retards dans certaines procédures. Rappelez-vous de ces manifestations dans les rues de Paris en février 2020 ou encore de ce flash mob des avocats du barreau de Versailles devant le château. Une question, Madame le procureur, qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à ces retards pris par le tribunal judiciaire de Versailles ? Ce qui soucie le plus les magistrats en charge d'une juridiction, c'est le retard pris dans le jugement des dossiers ou dans le traitement des dossiers, parce qu'en fait, derrière un dossier, il y a un justiciable, et donc forcément, ce sont des gens qui attendent que la justice leur soit rendue. Donc c'est une véritable obsession de notre part de rendre cette justice qu'on attend de nous. Donc effectivement, vous avez cité parmi les retards que nous avons accumulés au cours de l'année 2020, 2 raisons qui se sont cumulées. La grève des avocats, qui était tout à fait inédite dans son ampleur, dans sa durée, dans sa dureté, d'une certaine manière aussi. Et puis la crise Covid, qui là nous a confrontés à une situation encore plus inédite et que personne d'entre nous n'avait jamais connue, qui est une partie de la fermeture du tribunal. Et encore, l'activité pénale est celle qui a le moins souffert parce que, à cette époque-là, en 2020, ça paraît déjà un peu loin, c'est la matière pénale, ou en tout cas les magistrats qui tiennent de la matière pénale, qui étaient suffisamment dotés en matériel informatique pour pouvoir continuer une activité. Outre la nécessité de garder une activité pénale d'urgence pour traiter les infractions qui continuaient malgré tout de se commettre malgré le confinement. Alors là, vous parlez de la matière pénale. Quelles sont du coup les activités, les matières qui ont pris le plus de retard ? Clairement, la matière qui a pris le plus de retard, c'est la matière civile. Donc tout ce qui est la matière civile pure, et puis également tout ce qui est le secteur des affaires familiales. Même si beaucoup d'efforts ont été faits par les collègues, les magistrats, le président du tribunal qui était en charge du tribunal à l'époque, malgré tout, l'activité s'est arrêtée. Fin 2019, Marie-Yvonne Caillebotte, il restait 273 dossiers en attente. Alors, même si 1 an plus tard, c'est 10 fois plus, est-ce que cette situation de retard, avoir du retard dans les dossiers, est fréquente dans le monde de la justice ? Alors vous savez, un tribunal, c'est une capacité de jugement qui est liée au nombre de recéphales, tout simplement, au nombre de magistrats, de fonctionnaires, et puis aussi aux disponibilités des justiciables, de leurs conseils. Et tout ça fait que, malgré un audiencement un peu idéal, les affaires ne passent pas forcément, ne s'éclusent pas forcément à un rythme suffisamment rapide. Donc en fin d'année 2019, quand on a un petit peu plus de 200 affaires qui attendent d'être jugées, c'est toujours trop pour les personnes qui sont derrière, mais c'est un chiffre extrêmement raisonnable. Ça, il faut l'assumer. Quant à la fin de l'année 2020, alors le chiffre de 2200 est pas tout à fait l'équivalent.
En réalité, à la fin de l'année 2020, on a 700 procédures qui attendent d'être audiencées. Donc, vous voyez, la relation est un peu différente par rapport à 2019. Néanmoins, c'est un saut absolument énorme. Donc, le chiffre de 2200 correspond aux procédures qui sont arrivées et qui n'ont pas pu être enregistrées parce que les piles se sont formées et les journées ont des débuts et des fins. Nicolas Dandry. La crise sanitaire a aussi eu des conséquences par rapport aux prisons. Vous avez eu des consignes de la part du ministère pendant l'année qu'il fallait peut-être procéder à des libérations anticipées. Quel bilan vous faites de ce dispositif dans le département ? Alors effectivement, ça a été un gros sujet de travail au cours de l'année 2020. D'abord parce qu'effectivement, l'idée, c'était d'éviter que les prisons deviennent des clusters, à la fois pour les détenus, mais également pour les personnels, compte tenu des conditions dans lesquelles les gens sont incarcérés, et notamment pour ce qui concerne Versailles, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui est le plus gros des établissements. Et ça se conjuguait avec la mise en œuvre aussi de la loi de programmation sur la justice qui nous entraînait dans une réforme des peines très importante, très essentielle, conduisant à limiter au plus possible les peines d'emprisonnement. Donc les deux conjugués et les instructions effectivement assez formelles de la centrale nous ont conduit à prendre des décisions très soigneusement pesées avec des critères pour parvenir à des libérations plus ou moins anticipées en fonction des situations. Et donc on a obtenu comme ça effectivement et on a assaini la situation de Bois d'Arcy notamment de manière extrêmement substantielle qui a permis d'éviter des contaminations chez les détenus et de limiter très très fortement les atteintes chez les personnels pénitentiaires. Deux dernières questions, Marie-Yvonne Caillebotte, pour rattraper justement ce retard. Il y a la solution de la dématérialisation des procédures, les audiences à distance, qui a été notamment, vous avez eu recours à ces solutions en 2020. Est-ce que ça a bien fonctionné ? Est-ce que le but, c'est de l'amplifier sur cette année 2021 ? Alors, l'audience à distance, ça consiste en fait à juger quelqu'un qui n'est pas physiquement là. Mais une audience, elle peut toujours contenir un nombre limité de dossiers. Si on juge 10, 12 affaires dans une audience, le fait que ce soit en visioconférence ou en présentiel ne fera pas une accélération, une diminution, voire même d'ailleurs. Bon. Donc le recours à la visio, c'est effectivement quelque chose qui à la fois simplifie et puis aussi permet de respecter les gestes barrières, évite les extractions des détentions, donc des allées et venues, vous voyez, entre un tribunal, une prison, etc., avec des gens qui s'occupent des transfèrements, mais ça a ses limites. Et en plus, le recours à la visio pose aussi des questions plus idéologiques qui ne tendent pas actuellement, et on peut regarder la dernière décision du Conseil constitutionnel, à aller vers un élargissement. Donc pas forcément d'amplification en 2021 ? On espère un maintien, mais dans des limites contenues, ça c'est sûr. Merci Marie-Yvonne Caillebotte d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonsoir. Et je rappelle que vous êtes le procureur de la République de Versailles. Merci à Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Au chapitre politique, une nouvelle candidate pour la présidence de la région Île-de-France. Il s'agit d'Audrey Pulvar qui l'a annoncé ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien. L'ancienne journaliste, aujourd'hui adjointe d'Anne Hidalgo à Paris, va mener une liste de gauche Île-de-France en commun. Elle sera composée de personnalités engagées dans la société civile, a indiqué Audrey Pulvar. Parmi les mesures phares qu'elle souhaite défendre, la gratuité des transports en commun pour tous à partir de 2026. Face à elle, la présidente sortante de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui conduira une liste de la droite et du centre, Clémentine Autain pour la France Insoumise. Le Rassemblement National pourrait être représenté par Jordan Bardella. Jean-Michel Blanquer était pressenti, lui, de son côté, pour la liste La République En Marche, même s'il a botté en touche cette semaine. Le scrutin aura lieu en juin prochain. Les deux collectivités sont réunies au sein d'un établissement public interdépartemental. Yvelines et Hauts-de-Seine ont voté leur budget commun pour 2021. Les élus l'ont voté à l'unanimité ce mardi 26 janvier à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. 16,3 millions d'euros est dédié à 3 politiques communes, l'entretien et l'exploitation des routes départementales, l'archéologie préventive et l'adoption, confirmant la continuité des deux départements dans leur volonté de collaborer. Les propos recueillis par Nicolas Dandry.
C'est un budget de continuité, il n'y a pas d'innovation majeure. L'établissement public interdépartemental fait ses preuves, à la fois parce qu'il permet des économies et parce qu'il permet de financer des politiques communes. Donc, bien que la crise, d'abord sanitaire, mais bientôt sociale et économique arrive, nous continuons à avoir un budget ambitieux. Ça traduit 2 départements qui avancent tranquillement, même s'ils n'ont toujours pas, ces 2 départements, obtenu de réponse de l'État. Ils avancent dans leur collaboration parce qu'elle se fait dans l'intérêt de nos populations. Jusqu'au 9 février, les votes sont ouverts pour la Fabrique Aviva, un concours national de l'entrepreneuriat social et solidaire. Parmi les participants, l'association Women Safe and Children, basée à Saint-Germain-en-Laye. Elle prend en charge et accueille les femmes et les enfants victimes ou témoins de violences. Remporter le concours pourrait l'aider à agir partout en France. Interview Express. Women Safe, en fait, est né d'un constat, celui de l'universalité des violences faites aux femmes et aux enfants. Et en absence d'une réponse adéquate, on a créé en 2014 un lieu qui réunit en un même lieu donc des juristes, des avocats, des médecins. Donc, on réunit en fait la santé et la justice pour traiter des situations de violence, quelle que soit la forme de violence, des femmes et des enfants. Absolument, on a cette ambition-là, elle correspond à une réalité de terrain, c'est en fait répondre beaucoup plus aux besoins locaux sur le territoire en dupliquant en fait une expertise qui marche bien. Aujourd'hui, les femmes viennent de 51 départements, je pense qu'il faut maintenant réfléchir à aller plus vers elles. C'est aussi nous permettre de transmettre des savoirs acquis par notre équipe d'experts et c'est en fait modéliser un centre qui prend en charge dans un même lieu donc les femmes et les enfants, et que dans cette prise en charge, il est absolument indispensable que l'enfant puisse aussi avoir son espace de parole. Et donc, il a été créé depuis 2017. Donc, il y a des enfants qui aujourd'hui sont intégrés dans notre réseau. Alors, ce concours, effectivement, il est porté par la Fabrique Aviva et ses partenaires qui propose en fait d'appuyer des projets avec un impact social important. L'enjeu il est important puisque nous cherchons des ressources financières privées. Au-delà des soutiens publics que nous recevons aujourd'hui, nous avons besoin effectivement de ce type de soutien. Alors là, l'enjeu c'est une somme de 60 000 euros qui pourrait effectivement être versée, plus 100 000 euros si nous devions être les premiers de ce panel de porteurs de projets sociaux. Le sport à présent, comme hier, direction les Sables d'Olonne en Vendée. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Bonsoir Grégory. Pour la rédaction de TV78, vous êtes sur place pour vivre les dernières heures de ce Vendée Globe, la course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance. Et parmi les skippers en lice dans le haut du classement, un Yvelinois, Louis Burton, sur Bureau-Vallée 2. Quelles sont les dernières nouvelles, Mickaël? Est-ce qu'il va arriver prochainement sur place, Louis Burton, et surtout en quelle position? C'est la question que l'on se pose. Il y est presque, Grégory, plus que quelques heures à attendre. Il sera sur la terre ferme ici où je me trouve. Il devrait arriver entre 23h et 1h du matin. Il devra ensuite répondre aux questions des 300 journalistes qui sont sur place et j'espère qu'il répondra à nos questions en particulier. Au niveau du classement, les dernières nouvelles sont assez bonnes. L'Yvelinois Louis Burton avance vite, 33 km/h de moyenne et il pointe actuellement à la 2e place du classement à quelques heures de l'arrivée. Il a dépassé aujourd'hui l'Allemand Boris Herrmann, mais il ne dépassera pas le premier Charlie Dalin qui arrivera premier au Sable d'Olonne dans 1 heure environ. Tous les équipages sont en train de se préparer derrière moi. Mais attention, Grégory, Louis Burton n'est pas sûr de terminer sur le podium. Boris Herrmann pourrait bénéficier de sa bonification de 6 heures. Et il pourrait donc chipper cette 2e place, cette fameuse 2e place à Louis Burton. Et surtout, Yannick Bestaven pourrait lui aussi lui passer devant grâce à sa bonification de 10h15. Pour résumer, dans cette dernière ligne droite inédite, Louis Burton peut terminer entre la 2e et la 5e place, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est surtout que tous ces bateaux se retrouvent ensemble et que les écarts soient aussi réduits. En tout cas, pour le frère de Louis Burton, Nelson, Louis Burton a réalisé un tour du monde exceptionnel et il espère en tout cas qu'il aura plein de souvenirs. On écoute justement Nelson sur la performance de Louis Burton.
C'est la fin d'une aventure incroyable. Si il y a 90 jours on nous avait dit que ça allait se passer comme ça, je pense qu'on aurait signé tout de suite. D'une part parce que il va terminer devant, d'autre part parce que a priori l'objectif sportif sera rempli par rapport à ce qui s'était fixé, qui était d'être dans le top 5. Et puis surtout parce que sa course a été tellement incroyable et parsemée d'embûches, avec le pit stop à Macquarie, avec les ennuis qu'il a eu dans la descente de l'Atlantique à refaire sa cloison, avec la remontée incroyable qu'il fait dans la fin de l'Indien, dans le Pacifique, jusqu'à être premier au passage de l'équateur. Et je viens de l'apprendre à l'instant, Louis Burton n'arrivera pas avant 23h30 et on le voit, il y a beaucoup de brume autour de moi, hein, vous le voyez juste derrière moi. Si vous voulez suivre cette fin de course, il faudra donc s'armer de patience et surtout boire de bonnes doses de café. En tout cas, Grégory, moi je pense que j'en aurai bien besoin. On va suivre ça avec attention, on reviendra en tout cas demain sur cette arrivée de Louis Burton. Et d'ailleurs, je crois, Mickaël, que vous allez monter à bord d'un bateau pour suivre cette arrivée. Soyez prudents, hein. Revenez-nous entiers dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Je vais essayer en tout cas, Grégory. Merci d'avoir été avec nous, Mickaël. Avant de refermer ce journal, j'accueille Mélanie Poquet, autre journaliste de la rédaction en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présentatrice aussi de l'émission 7-8 Société qui arrive dans un instant sur TV78. Et ce soir, vous nous parlez de la jeunesse en cette période de Covid-19. Et oui, parce qu'en décembre 2020, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale présentait les résultats de plus de 80 heures d'audition et je cite des constats alarmants. Plus de 50% des jeunes sont inquiets sur leur santé mentale, 30% ont renoncé aux soins faute de moyens et 21% des 18-25 ans sont au chômage. Alors avec mes invités, nous ferons un état des lieux dans la situation dans les Yvelines. 3 jeunes partageront leur expérience et Sandrine Boussios, psychologue à Voisins-le-Bretonneux, nous apportera elle son éclairage. Merci Mélanie, le 7-8 Société, c'est dans un instant sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.